Merci beaucoup, Laurent. Donc, il est chef de service adjoint en radiologie interventionnelle à l'hôpital Édouard Herriot, le GHC, le groupe hospitalier centre, aux Hospices civils de Lyon. Il a une grosse expérience dans le traitement par ultrason, puisqu'il a travaillé plus de 10 ans à Toronto dans un département de radiologie interventionnelle où il utilisait les ultrasons focalisés. Donc, tu vas nous parler de différence entre le guidage IRM et le guidage échographique. Merci beaucoup. Oui, super. Vous m'entendez bien ? Donc voilà, donc d'abord, moi, j'ai pas de conflit d'intérêt, enfin pas encore, par rapport à tout ça, à part que je travaille au Lapto et que j'ai travaillé effectivement à Sunnybrook. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissaient Sunnybrook, en particulier, je sais qu'il y a beaucoup de gens, hein, bien sûr, qui connaissent bien Kullervo-Ininen, donc j'ai eu la chance de travailler avec Kullervo parce que j'ai passé 11 ans à Toronto avant de revenir en France. Donc la place de l'IFIO, on l'a vu, hein, ça tombe bien, c'est vraiment, on m'a fait l'introduction avant, hein, donc la place elle est croissante, il y a de plus en plus d'indications, il y a de plus en plus de champs de recherche. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, comme le disait le premier présentateur, il y a en plus plein de mécanismes en fait qui sont nouveaux, donc je pense qu'on est en train de réfléchir à des choses auxquelles on n'avait pas idée. Au départ, c'était vraiment un outil de destruction focale, c'était pour casser des choses. Maintenant, c'est de la modulation, c'est de la libération de molécules, d'immunothérapie. Enfin, on voit bien que c'est vraiment un système en évolution. Et ça, je ne vais pas trop en parler, puisque finalement, c'est vraiment les autres topics qui vont vraiment approcher cette question des indications et des mécanismes. Moi, je veux vraiment insister sur, bien sûr, quand on parle diffus, ce qui nous intéresse beaucoup, bien sûr, c'est ce côté très non-invasif, c'est le fait qu'on n'a pas de... on interagit en fait avec l'organisme sans ouvrir, sans chirurgie, sans même en général placer d'aiguilles, et ce qui fait que l'imagerie a une place absolument centrale, bien entendu, dans la prise en charge de ces patients. Et une des questions, quand Cyril m'a proposé ce topic, c'est vraiment la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a une imagerie qui est meilleure que l'autre? Et on a vu dans le topic précédent, on pourrait penser naturellement que l'IRM est meilleur, mais on va voir qu'en fait, tout dépend largement des indications et du raisonnement global qu'on va avoir. Donc, guidage, quand on dit guidage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut voir notre cible, il faut y avoir accès, il faut faire la planification thérapeutique et il faut monitorer notre traitement. Donc, la visualisation de la cible, elle va dépendre énormément de votre imagerie pré-thérapeutique. Donc, l'imagerie pré-thérapeutique, ça peut être soit la même que vous allez utiliser pour le traitement IFU, soit elle peut être différente, c'est-à-dire qu'elle va se baser sur une ultrason, même un scanner, une IRM ou une TEP. Et la question, c'est comment unifier l'ensemble de ces différentes techniques afin d'amener cette visualisation de la cible sur votre traitement, sur votre imagerie pré-thérapeutique à votre traitement. Et l'autre chose, et ça je veux insister là-dessus, il ne faut pas oublier que surtout quand vous êtes dans un contexte de traitement curatif, il vous faut aussi une imagerie pré-thérapeutique qui vous permet de voir les autres lésions. C'est très important et je vous donnerai des exemples de ce que je veux dire par là. Donc, je vais commencer par des applications gynécologiques et ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour vous montrer des images. Le but, c'est vraiment de vous montrer des images un petit peu comparatives des différentes pathologies. Donc ici, une imagerie IRM, hein, beaucoup de gens la connaissent, c'est ce qu'on appelle une imagerie en T2, sagittale. Vous voyez cette grosse boule noire ici, c'est un fibrome utérin au sein de l'utérus. Vous voyez ici la vessie. Et vous voyez que la force de l'IRM en T2, sans contraste, c'est ce contraste spontané qui est énorme entre la graisse ici et le fibrome. Donc ça permet de très bien voir la limite de notre fibrome, de notre vessie et notre utérus. Ici, je vous montre une image d'échographie qui est faite par voie transpariétale. Donc, vous imaginez qu'on a notre son d'échographie ici, on regarde par le ventre, et globalement, un fibrome, ça ressemble à ça. Donc, on remarque tout de suite qu'en échographie transpariétale, évidemment, j'ai beaucoup moins de détails. Je vois la boule étant très grosse, je la vois, mais par contre, j'ai beaucoup plus de mal à identifier les structures adjacentes. Donc, on pourrait se dire, bon, bah voilà, c'est réglé, il faut faire de l'IRM et rien d'autre, c'est fait. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas du tout comme ça dans la vraie vie, et voilà pourquoi. Donc là, ce que je vous montre ici, c'est une échographie endovaginale cette fois-ci. D'accord? Donc ici, vous imaginez que la sonde a été insérée dans le vagin de la patiente, et vous voyez encore une fois votre utérus. Et maintenant, je vois de manière tout à fait exquise et de manière tout à fait précise les contours de mon fibrome. Donc encore une fois, vous voyez qu'on parle d'échographie dans les deux cas. Hein. Dans les deux cas, c'était de l'échographie. Mais au moment où je passe du transpariétal à l'endovaginal, je suis capable de voir des détails que je ne voyais pas de manière externe. Donc subitement, on commence à se poser la question, on se dit « Ah tiens, ça devient intéressant, peut-être que c'est utile ». Mais évidemment, en IRM, qu'est-ce qui se passe? Je peux effectivement faire une imagerie multiplanaire, ici tridimensionnelle, et je peux aussi injecter du contraste. Donc encore une fois, des techniques complémentaires en termes de visualisation pré-thérapeutique. Donc ce que je veux simplement illustrer ici, c'est que les différentes techniques ont des avantages, des inconvénients,
et qu'elles vont être intéressantes au niveau de leur prise en charge en fonction aussi de leur voie d'abord. Très important, et on verra des exemples au niveau thérapeutique. Ici, je vais maintenant parler d'une autre pathologie gynécologique. Là, on avait fait le fibrome utérin, et là, je vous montre des exemples de ce qu'on appelle l'endométriose. Donc, pour le diagnostic de l'endométriose, que M. Dubernard connaît extrêmement bien, en fait, qui a des symptômes cliniques très particuliers. Vous savez que c'est un topic extrêmement important maintenant que les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de ratés dans la prise en charge de ces patientes qui vont avoir des douleurs chroniques très invalidantes. Donc l'IRM est un examen extrêmement performant. Voici un exemple d'endométriose. Ici, encore une fois, vous voyez votre vessie, vous voyez votre utérus, et vous voyez cette espèce de tissu tout noir ici, qui est à la surface de votre utérus. Et vous voyez une autre séquence, ça c'est un des intérêts de l'IRM, c'est ce qu'on appelle l'imagerie multiparamétrique. Ici un contraste T2, ici un contraste T1, et vous voyez qu'en T1, comme il y a des dépôts hémorragiques en fait, au niveau de l'IRM, on voit très bien les dépôts endométriotiques. Donc encore une fois, on se dirait ici l'IRM très bien si on s'intéressait à l'endométriose. Mais voilà un exemple que je veux vous montrer qui est très important, celui-là. Et ça, c'est la pathologie qui intéresse particulièrement l'équipe du professeur Dubernard. Donc ceci est en fait une plaque d'endométriose, la même que celle que je vous ai montrée avant, très en hyposignal T2, et qui se situe en fait dans la paroi du rectum. Ceci est évidemment quelque chose qui donne des pathologies très invalidantes chez les patientes. Vous pouvez imaginer des douleurs chroniques, des saignements, des problématiques cliniques importantes. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'en fait, quand on fait de l'échographie, cette fois-ci encore une fois, soit endorectale, donc soit endovaginale, donc lorsque je vais au contact, je suis capable de voir cette pathologie de manière tout à fait pertinente, tout à fait performante, de la même manière, voire en une résolution supérieure à celle de l'IRM. Donc encore une fois, le raisonnement n'est pas tant de dire l'IRM est meilleur ou pire que l'échographie, mais c'est une question de voie d'abord, c'est une question de raisonnement et de qu'est-ce que je vais pouvoir faire lorsque je vais traiter. Donc encore une fois, imagerie pré-thérapeutique qui se base en fait sur une combinaison de différentes techniques qui sont plutôt complémentaires plus que adversariales. Un exemple ici de ce qui se fait de manière plus moderne en fait en échographie endovaginale, maintenant tridimensionnelle, qui permet même de reconstruire en fait avec des logiciels avancés de reconstruction par voie endovaginale encore une fois cette plaque d'endométriose, vous voyez, avec même une reconstitution volumique tridimensionnelle. Donc encore une fois, même si spontanément je vous remontre une image d'IRM, on se dirait bon bah c'est très facile à voir, c'est tout blanc, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est très bien pour voir l'ensemble bien entendu de la pathologie pelvienne, mais on voit que si on s'intéresse à une zone focale, à une problématique très focalisée et en particulier dans un esprit thérapeutique ici, on voit que l'échographie endovaginale est tout à fait performante et endorectale également. Ça m'amène en fait à parler de la prostate et c'est intéressant, on en a parlé juste avant, il y avait quelqu'un dans l'audience qui parlait aussi de la compétition entre IRM, échographie, etc. Donc je vais vous montrer un truc assez marrant. Il y a quelque chose qu'on dit souvent qui est on ne voit pas le cancer de prostate à l'échographie. Alors là je vous montre, vous voyez ce petit nodule tout rond. Faut savoir, j'ai fait beaucoup de prostate dans ma vie antérieure aussi à Sunnybrook. Pour les gens qui connaissent, je travaillais avec des gens comme Laurence Klotz qui a fait beaucoup de travaux sur la surveillance active. Et en fait, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de travaux sur la prostate. Et en fait, on se rend compte que, vous voyez, cette petite boule-là, en fait, ça correspondra à un cancer de prostate. Un cancer de prostate, en général, d'ailleurs, d'un grade significatif. Mais il est vrai, pour revenir sur ce qu'on a dit juste avant, que la technique dont on se sert pour le diagnostic de manière référente, pour explorer l'ensemble de la prostate, c'est l'IRM. D'accord? L'IRM, pourquoi? Encore une fois, en prostate, parce qu'elle est multiparamétrique. Ici, une imagerie en T2, la même chose que ce qu'on a vu pour les fibromes. Vous voyez cette boule qui est toute noire ici. Ça, c'est l'imagerie de diffusion que vous connaissez bien. Et une lésion, vous voyez, qui est noire sur ce qu'on appelle les B0, donc où le gradient de diffusion est faible, et qui devient très blanche, qui restreint très fortement, c'est un signe de cancer significatif. Et lorsqu'on injecte un contraste, vous voyez que la lésion prend le contraste. Ceci est ce qu'on appelle un PIRAD 5, une lésion tout à fait typique, enfin 4-5 à cause de sa taille, mais globalement, c'est un cancer significatif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a fait ça, si on fait l'échographie, on retrouve ce nodule et on peut tout à fait faire la biopsie avec ou sans système de fusion, et on va parler de la fusion dans un instant. Ici, je vous montre un autre exemple. Voici une lésion au niveau de la prostate qu'on voit en IRM, une lésion qu'on retrouve de manière tout à fait certaine sur la cartographie de ce qu'on appelle le coefficient apparent de diffusion. Et vous voyez que lorsqu'on fait l'échographie en ayant connaissance, ici il n'y a pas d'outil de fusion, mais c'est simplement en ayant connaissance, c'est ce qu'on appelle la fusion cognitive, je sais où est la lésion en IRM, et je suis capable de la voir ici et de réaliser la biopsie. Donc tout ça amène à cette image, et là ça m'amusait en fait de mettre cette photo. Ça c'est une photo de moi à Sunnybrook lorsque je travaillais beaucoup sur les outils de fusion
Et c'est ce dont parlait M. Dubernard avant. C'est vrai que quelque chose qui s'est beaucoup développé en prostate, mais pas que, c'est sur les dernières années, voire depuis de nombreuses années maintenant, ce sont des outils en fait qui permettent de réaliser une fusion entre les images IRM que je vous ai montré avant et les images échographiques. D'accord? Donc il y a tout un tas de systèmes qui existent ici, un échographe avec un système de radiofréquence qui permet de détecter le positionnement de la sonde dans l'espace. Donc ça, c'est un système que j'utilisais très tôt lorsqu'il était en mode préclinique. Ici, c'est un autre système de fusion qui, lui, se sert en fait d'une fusion de type mécanique où on va, encore une fois, être capable de fusionner, vous voyez, l'IRM avec l'échographie. Donc, ce qu'il y a d'intéressant avec ces techniques, c'est que vous voyez, on peut réaliser en fait une volumétrie tridimensionnelle échographique de la prostate. On peut réaliser de la même manière une volumétrie tridimensionnelle de la prostate à l'IRM. Et bien entendu, à l'IRM, on a été capable de détecter cette lésion. Donc, cette lésion va apparaître en fait sur cette imagerie de fusion. Et lorsqu'on fait notre biopsie, et ça j'en ai fait beaucoup dans des gros essais cliniques qu'on a publiés, des essais randomisés prospectifs, on a montré effectivement qu'on était très performant lorsqu'on servait de ce type d'outil. Donc effectivement, la combinaison en fait, cette fois-ci, je ne me sers pas de l'IRM pour guider ma biopsie, mais je me sers bien en fait de la fusion IRM-échographie pour faire ce type d'action. Il est évident que la connaissance évidemment de l'imagerie IRM et son interprétation en temps réel lors de la biopsie, c'est-à-dire la reconstruction tridimensionnelle de l'IRM en même temps, est une aide significative dans ce type de biopsie. Un autre exemple, c'est un patient, une petite lésion ici, en fusion, encore une fois, un ADC bas, donc une lésion probablement significative. Grâce à la fusion, on trouve cette petite lésion biopsiée, Gleason 8, très significative. Ce patient peut avoir une thérapie ciblée. Donc, vous voyez, même pour des petites lésions, on est capable, grâce à la fusion, de voir ce type de lésion. Ici, encore une fois, l'IRM, une lésion antérieure qui se situe à la face antéro-supérieure de la prostate, ici, et on voit très bien ici cet aspect typique, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça c'est un aspect typique de cancer de la zone transitionnelle à l'IRM, ici antérieure, avec une grosse restriction de diffusion. Et encore une fois, grâce à la fusion, je suis capable de voir cette lésion hypo-échogène. Donc encore une fois, je vous montre bien que c'est la fusion, certes, qui me permet de voir la lésion, mais comme je sais où est la lésion, je peux la voir à l'échographie. Donc on comprend bien à ce moment-là qu'en fait, l'échographie me montre la lésion. Le problème de l'échographie serait le screening premier de la prostate. Il serait très difficile, lorsque je fais un scan de l'ensemble de la prostate, de voir les lésions, d'autant plus que ces signes, ce côté hypoéchogène en fait dans la prostate n'est malheureusement pas spécifique du cancer. Il y a plein de zones inflammatoires, plein de zones normales qui ont cette tendance à être hypoéchogènes également. Donc contrairement à une idée répandue dans la prostate, c'est pas tellement que l'échographie n'est pas sensible, c'est qu'elle est plutôt non spécifique. Quand on regarde vraiment de manière très prudente l'échographie, on se rend compte qu'il y a en fait beaucoup de faux positifs si on ne sait pas où regarder. Et l'avantage de l'IRM, c'est de nous dire, là, il y a un cancer significatif, et là, je peux aller le chercher. Encore une fois, c'était un Gleason 7, 4+3, et ce patient a pu être traité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette idée de la fusion, finalement, là, elle a été effectivement très développée, beaucoup de publications en prostate, mais ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est utilisé maintenant relativement de manière courante. Encore une fois, une image d'IRM, un petit peu difficile à voir parce que c'est une image zoomée, mais vous voyez ici un rectum, une plaque d'endométriose, et à l'échographie, en fusion avec cette IRM, encore une fois, la même plaque qu'on peut retrouver. Donc, encore une fois, et c'est quelque chose, je sais que pour l'avoir fait avec M. Dubernard, ce sont des choses qui se font bien. On peut faire la fusion IRM, encore une fois, échographie, qui permet, guidée parfois par des imageries IRM, de retrouver des anomalies et d'envisager effectivement leur prise en charge et leur prise en charge thérapeutique ultérieure. Donc, vous voyez, la visualisation de la lésion, c'est pas tant j'ai l'échographie ou l'IRM, ou il y a le chirurgien qui fait ci, ou le radiologue. En fait, en pratique, la multimodalité est quelque chose qu'on fait beaucoup. Les images que je vous montrais avant, finalement, l'échographie transrectale, je la faisais, l'IRM aussi. On travaillait en collaboration permanente avec les urologues. En fonction de la difficulté, de la probabilité, en fait, par exemple, de réussir à biopsier ou d'arriver ici. C'est le même modèle que celui qui est fait à l'hôpital Édouard Herriot, par exemple, entre M. Crouzet et le professeur Rouvière, qui travaille aussi au LAPTO. C'est cette idée, en fait, de travail collaboratif, au-delà des modalités, au-delà de la compétition en fait de spécialité, mais vraiment cet aspect collaboratif simplement dans l'approche et le raisonnement sur les images.
Je vais maintenant passer au foie. Alors le foie, c'est un sujet, c'est intéressant, on n'en parle pas énormément dans le traitement de l'IFU, on en a parlé un petit peu. C'est quelque chose, moi, évidemment, qui m'intéresse beaucoup parce que ce sont des tumeurs que je traite énormément en radiologie interventionnelle et j'en glisserai un mot. Alors dans le foie, parfois, c'est très facile. Vous voyez ici, c'est une imagerie d'une métastase hépatique à l'échographie, échographie ici transabdominale. Donc je passe par la peau. Vous voyez, j'ai le foie ici qu'on voit très bien avec son aspect tout à fait typique du petit, le speckle hépatique, les petits aspects granités. Et là, j'ai une grosse boule toute noire. Ça, c'est une métastase bien typique. Mais parfois, c'est pas si simple. Les lésions, elles peuvent être comme ça. Et là, en fait, ce que je vous montre ici, c'est toujours ce même raisonnement de fusion. Ça, c'est des travaux. Alors, cette compagnie, peut-être qu'il y en a parmi vous qui la connaissent, c'était Sentinel Medical qui a été racheté par Hologic. En fait, j'ai beaucoup travaillé avec eux en 2008. Ça, ce sont des travaux de 2008, avant que la fusion soit très routinière. En fait, j'avais travaillé là-dessus. On avait en fait détourné un système de fusion qui a été fait pour le sein pour faire du foie. Et vous voyez qu'ici, cette lésion qu'on voit comme le nez au milieu de la figure à l'IRM, en fait, à l'échographie, elle peut être très subtile, très discrète. Parfois, c'est même pire que ça. Croyez-moi ici, mais c'est la vérité. On avait fait une étude prospective. On avait fait en fait une étude où notre sonographeur le plus expérimenté essayait de trouver les lésions en connaissant leur localisation à l'IRM versus un système de fusion. Et on était capable, en fait, grâce à la fusion, de voir des lésions. Et vous voyez à quel point ces lésions peuvent être iso-échogèno-parenchyme, alors qu'à l'IRM, elles sont très visibles. Donc, encore une fois, on peut se dire, je vais traiter à l'IRM, on va en parler dans une seconde, mais je peux également utiliser un système de fusion. Et ce sont des choses qu'on utilise de manière tout à fait routinière, aussi bien sur le plan diagnostique qu'interventionnel. J'en toucherai un mot. Sur le plan de la visualisation de la lésion, je vous ai dit en introduction qu'il fallait aussi être sûr, surtout quand je m'intéresse à un traitement curatif, et non pas un traitement partiel, mais un traitement curatif, il faut que je sois capable d'identifier toutes les lésions. Je vous montre un exemple ici d'un scanner abdominal chez un patient qui a des métastases hépatiques. Ici, c'est l'imagerie en T2. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est que le couple de ce qui s'appelle la diffusion, et ça, c'est en fait une imagerie de quelque chose que j'utilisais beaucoup à Toronto, qui sont des produits de contraste hépatospécifiques. Les produits de contraste hépatospécifiques en complémentaire de la diffusion permettent de voir des métastases qu'on ne verrait pas avec n'importe quelle autre méthode d'imagerie. Il faut savoir que le couple produit de contraste hépatospécifique plus diffusion a montré qu'il était supérieur même à l'échographie intraopératoire. Voilà, ça il faut le savoir, c'est normal, encore une fois, c'est pas une compétition, c'est juste ça permet d'orienter, et c'est vrai que ces techniques changent l'approche chirurgicale dans au moins 15% des patients. Donc c'est quelque chose qui va finalement arriver en France, on n'en a pas vraiment de manière pertinente, mais ça va venir, moi je l'ai utilisé pendant 10 ans là au Canada. Un autre exemple, au scanner ici, vous voyez très bien cette lésion en produit de contraste hépatospécifique. Vous voyez cette lésion, mais ici, vous la voyez au scanner. Et c'est un scanner qui est fait le même jour. Par contre, cette deuxième localisation, vous ne la voyez pas. Donc, ce raisonnement important, encore une fois, dans l'imagerie pré-thérapeutique, vous avez à la fois, est-ce que je vais voir ma lésion? Comment est-ce que je peux l'approcher? Et également, est-ce que ma technique me permet de voir l'ensemble des lésions que je veux traiter, en particulier lorsque je veux être curatif? Donc là, je vais juste vous parler en fait de l'accès à la cible. Donc l'accès à la cible, lui, il dépend énormément du couple imagerie pré-thérapeutique et l'imagerie, ce que j'appellerais procédurale. Et les besoins sont complètement différents selon la voie d'abord. Si je suis capable de voir la lésion par ma technique de destruction, c'est-à-dire l'échographie et l'échographie, finalement, je n'ai pas besoin d'autres techniques pour faire ma thérapeutique. Par contre, si ma lésion est mieux visible sur une autre technique, je peux utiliser par exemple ma fusion pour y avoir accès. D'accord? Et la planification thérapeutique, encore une fois, peut se faire avec ma technique de destruction, soit l'ultrason, l'IRM ou la fusion des deux. Et elle dépendra bien sûr largement de l'indication clinique. Si je m'intéresse à du cancer dans un contexte curatif, je dois faire une ablation totale. Inversement, lorsque je veux faire du fonctionnel, comme on l'a vu dans les exemples précédents, je peux me permettre de faire une ablation partielle, donc les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc là, j'ai montré des images, je vais aller assez vite parce que ce sont des images que vous connaissez très bien, que j'ai un petit peu volées à gauche et à droite. J'en suis navré, mais ce sont des choses, et je pense qu'il y aura beaucoup plus de détails. Là, ici, sont des travaux, effectivement, de l'équipe de monsieur Melo de Lima, ici, au Lapto, sur les techniques, évidemment, de ciblage. Là, on est dans le péropératoire, donc on est littéralement à la surface du foie. Donc, évidemment, tous les enjeux d'accès ne sont pas les mêmes. Et il est vrai que l'échographie péropératoire permet une très bonne visualisation technique et on peut, dans ce cas-là, faire une planification purement sur le couple échographie et le couple et la thérapeutique avec des résultats tout à fait satisfaisants dans ce type d'accès. Et on voit que toutes les problématiques d'accès à la cible sont réglées évidemment parce que je suis littéralement sur
le patient. Après, il est évident qu'il est difficile de parler de techniques non invasives. Ici, bien sûr, les images, et j'ai quand même gardé des références, hein, ce sont bien sûr les images de l'équipe de M. Dubernard et Philippe ici, et on voit très bien les techniques que vous connaissez très bien, le focal moine. Et ici, cette lésion, hein, ce n'est pas une prostate, mais c'est bien notre petite lésion d'endométriose, et effectivement, on la voit, comme je vous l'ai montré sur l'imagerie préthérapeutique, d'une manière tout à fait pertinente à l'échographie, et il n'a pas besoin ici de faire de l'IRM complémentaire, hein. Elle n'apporterait pas grand-chose, car on la voit tout à fait bien, et on pourra faire le traitement en sonication immédiate. On voit ici les résultats qui ont montré la diminution en taille, comme on le voit sur les autres types thérapeutiques. Encore une fois, je vais vous remontrer l'imagerie soit transrectale et transvaginale qui montre de manière tout à fait exquise, à très haute résolution, à l'échographie, cette lésion. Encore une fois, on la voit très bien, car son contraste, c'est-à-dire qu'elle est très hypo, sur le fond plus hyper, on la voit très très bien à l'échographie. Donc encore une fois ici, le guidage échographique est tout à fait pertinent. Alors ça, c'est la machine que je connais bien à Toronto, hein. Bien sûr, c'était le Sonalive, alors j'appelle tout Sonalive, voilà, c'était donc le système couplé, on en avait une, donc c'était une IRM 3T avec le système de sonication intégré, et bien sûr, la grosse indication, c'était le fibrome. Alors là, c'est vrai que la machine permet, je vous l'ai montré en introduction, on voit extrêmement bien les fibromes, on peut également voir les différents types de fibromes, ceux qui sont très intenses et ceux qui le sont moins, et on sait que ceux qui sont très hypo-intenses auront une meilleure réponse que ceux qui le sont moins, par exemple. Donc ici, on voit la table, on voit ici le patient. Ce qui est très intéressant à l'IRM, c'est qu'on voit extrêmement bien les structures du ce qu'on appelle le far field. On voit très bien l'intestin, donc ici en particulier le sigmoïde derrière l'intestin, et on peut planifier en faisant attention de préserver ces structures du far field. Ici, la planification, évidemment, se fait directement sur l'IRM, hein, avec ce qu'on appelle les treatment cells. Alors, il y avait même les systèmes de simulation et de traitement, et on fait effectivement tout un planning. Encore une fois, nous sommes dans du traitement qui n'est pas curatif, donc on ne veut pas enlever, c'est vraiment symptomatique, hein, donc c'est curatif sur des symptômes, mais je ne suis pas en train d'enlever tout le fibrome. Donc, je peux me permettre en fait de faire attention à mes marges, et ici, ne traiter qu'une zone du fibrome, et je mets tout un tas de cellules qui vont être activées, et je peux faire ma planification thérapeutique directement à l'IRM. Donc voici un exemple, par exemple, réel, hein, que j'ai retrouvé sur des patients qu'on avait fait, ici 2 traitements sur des fibromes utérins. Alors le problème, bien sûr, c'est que tout ça prend du temps, aussi bien au niveau de la planification que du traitement, et en particulier à cause de la dosimétrie. Un des intérêts de l'IRM au niveau de la planification, c'est ces techniques qui permettent aussi de voir ce qu'on appelle par exemple la séquence CAR ici, la séquence qui permet de voir les cicatrices, donc qui vont interférer potentiellement avec l'énergie du faisceau. Donc on était capable de vérifier ça, et on peut faire de la thermométrie en temps réel. Ça, c'est un des gros avantages du monitorage, j'en reparlerai un petit peu, où on peut effectivement voir en temps réel les changements de phase avec des séquences tout à fait spécifiques qui montrent littéralement l'augmentation de température lors de la sonication. Et bien sûr, en fin de traitement, on faisait systématiquement, vous voyez ici une injection de contraste qui montrait la dévascularisation du fibrome. Donc l'intérêt ici. Voici un exemple maintenant, il faut savoir qu'il y a des techniques qui se font par voie percutanée, hein, de diffus percutané sans l'IRM, ici à l'échographie. Je veux vous montrer quand même que par rapport à ce que je vous ai montré avant, il est vrai que les fibromes sont assez larges, mais il est vrai que la reconnaissance des structures périphériques est quand même un petit peu plus difficile au niveau du fibrome. Mais c'est vrai que sur un très gros fibrome qui est tout noir ici, finalement, quand je fais ma sonication, vous le savez très bien, nous avons les systèmes de changement hyper échogènes, et il y aura beaucoup de discussions sur le monitoring ultrason, mais qui vont se faire, et vous verrez ici les zones de changement thérapeutique. Donc encore une fois, des techniques qui sont potentiellement complémentaires. On peut imaginer de faire de la fusion des deux. Attention, la fusion des deux est intéressante pour voir la lésion, mais finalement, on la voit bien. Par contre, la fusion ne permet pas de faire le monitorage avec la technique, comme par exemple avec l'IRM. Donc ça, c'est une limite bien sûr de la fusion. Elle ne permet pas de faire le monitorage. Ici, je montre la machine que beaucoup de gens dans la salle connaissent très bien, le Focal One, par rapport à la prostate. Donc, je vais aller vite parce qu'évidemment, il y aura beaucoup de discussions là-dessus. Encore une fois, l'outil qui permet ici, avec une fusion, hein, dans la version moderne, une fusion en fait entre l'IRM de manière tout à fait exquise, comme je vous l'ai montré avant, et la plupart des systèmes
diffus transrectal maintenant vont faire une fusion entre l'IRM de la même manière qu'on le faisait pour les biopsies, hein, parce qu'il est évident que c'est encore plus, enfin, c'est pas que je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais pour une biopsie, vous devez être ultra précis, on est d'accord, hein, si votre lésion elle fait 3 mm ou 4 mm, il faut aller la chercher, elle fait 4 mm, vous n'avez pas le choix, il faut être dedans. Quand on fait un traitement topographique, on va toujours traiter la lésion plus quelques marges, donc en fait, vous devez être précis, mais je dirais que la fusion, même si elle n'est pas complètement parfaite, on s'en sort tout à fait de manière pertinente. Donc ici, avec les systèmes modernes, la fusion, encore une fois, qui permet d'amener l'intérêt de l'IRM directement en couplage avec l'échographie, ça marche très bien. Encore une fois, par contre, vous n'avez pas accès à la thermométrie par IRM. On en a discuté juste dans le talk d'avant. Ici, vous pouvez également faire un guidage directement à l'IRM avec une sonde endo-urétrale, hein, le système TULSA ici, avec là un bénéfice de la thermométrie, avec des résultats. Encore une fois, ça a été beaucoup développé, des gens dans la salle le connaissent également très bien, qui permettent également en fait, de faire des traitements prostatiques. Encore une fois, probablement des techniques complémentaires plus que concurrentielles, ça dépend vraiment de votre topographie. Vous voyez qu'ici, on sera plutôt très bon pour des tumeurs antérieures, puisqu'on va tirer très proche de la zone transverse, de la zone transitionnelle. Inversement, on voit bien que sur une zone périphérique, là, on est littéralement dessus, donc ça peut être très intéressant pour les cancers qui sont majoritairement dans la zone périphérique, d'utiliser une approche transrectale. Donc les deux ont des avantages, des inconvénients, et encore une fois, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fusion nous permet d'amener beaucoup d'informations de l'IRM à l'échographie et non pas de voir l'une et l'autre comme séparées. Je vais aller vite là-dessus, juste évidemment le helmet pour le cerveau, ça l'équipe de Sunnybrook, les gens qui les connaissent bien, gros travail dessus, il y a eu beaucoup d'exemples hein, évidemment dans tout ce qui est traitement des trémors essentiels. Là évidemment l'IRM très bien dans le cerveau, vous pouvez imaginer l'ultrason, ça se fait mais plutôt au bloc opératoire, donc c'est plus difficile de le faire de manière non invasive du fait de l'absorption crânienne. Ici un exemple aussi de travaux de Sunnybrook sur les récidives rectales de cancer du rectum. Donc, même principe à l'IRM. Vous voyez ici votre tumeur rectale en fait, qui infiltre au niveau de la récurrence dans la zone parasiatique. Et de la même manière, on peut viser. Donc, tout ça pour dire encore une fois qu'en fonction des indications, en fonction des topographies, en fonction de la distance et de l'accès, et non pas simplement de la modalité, vous allez choisir une modalité ou une autre. Ici, un foie, alors il y a beaucoup moins d'exemples de foie en IFU percutané, c'est logique, parce que le foie, c'est pas facile, mais j'en parlerai un petit peu à la fin. Le foie, c'est pas facile d'accès du fait simplement de la modélisation, de la profondeur éventuelle et de la multiplicité des lésions. Donc le monitorage, il est différent selon les modalités. Nous avons accès à des changements morphologiques ou fonctionnels avec l'émergence. Je ne vais pas trop en parler parce que voilà, ce sont des choses qui émergent. L'idée de l'élasticité comme marqueur de changement, en particulier que ce soit à l'échographie ou à l'IRM, évidemment la thermométrie. Et on sera intéressé par le contrôle des marges. Donc en IRM, une imagerie de phase qui permet de voir l'augmentation de la température en temps réel et qui permet effectivement d'avoir accès directement à ça. Vous savez que le changement de phase en IRM est proportionnel. Donc, ce n'est pas une température absolue, c'est bien son changement qu'on va observer, c'est l'augmentation de température. Avec la courbe ici de mesure de température qui permet même un rétrocontrôle et de stopper la sonication en cas d'augmentation trop importante. Ici, le contrôle post-thérapeutique, ce sont deux exemples vie réelle avec, vous voyez, ici un fibrome qui a mal répondu. Alors moi, j'ai fait beaucoup de travaux, je n'en parle pas ici parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais j'ai fait beaucoup de travaux sur la prédiction et il y a des choses très intéressantes sur les prédictions du pourquoi et du comment. Mais il y a effectivement des fibromes chez qui ça marche très très bien, et puis des fibromes comme celui-là, et puis des fibromes où ça marche très très mal. On voit ça, c'est après traitement, malheureusement très long, et on voit qu'il y avait très très peu de réponses chez ces patients. De la même manière, je vous remonte les images ici sur échographique. Ici, ce sont plutôt les changements hyperéchogènes qu'on voit à l'échographie qui sont témoins de l'élévation de température. C'est le même principe que ce qu'on aura ici en prostate. Alors en prostate, vous pouvez également faire du contraste qui permet de voir la zone de localisation de destruction. Alors le contraste, en fait, c'est intéressant. Au début, je voulais beaucoup en parler. Et puis le problème, c'est que comme la question était beaucoup le guidage, il y a un problème fondamental avec le contraste, et vous le savez très bien, puisqu'il y a beaucoup de physiciens dans l'assemblée. Le problème du contraste, c'est qu'il y a une interaction particulière à l'échographie. On l'a dit, hein, il y a un problème d'interaction potentielle au niveau des chélates de gadolinium avec la destruction, donc on ne veut pas injecter avant. Et aussi, il y a une interaction finalement entre mon produit de contraste et les IFU. Alors, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en thérapeutique, bien sûr, on peut volontairement utiliser cette interaction, mais moi je ne suis pas physicien, mais ce que j'en avais retenu, c'est que ça rendait les modélisations parfois
beaucoup plus complexe. Ça, c'est Kullervo qui me le disait souvent, et que c'était pas si simple, parce que j'avais une espèce d'idée faux-folle sur l'utilisation du contraste. Il me disait, c'est pas si simple, Laurent, t'es gentil, mais voilà, c'est pas si simple. Donc, une des idées, c'est qu'effectivement, on peut l'utiliser, mais c'est vrai que c'est très bien en tout cas en vérification, mais il faut faire attention lors des retraitements. Il peut y avoir un effet de potentialisation qui peut rendre, en tout cas, la prédiction un petit peu plus difficile. Et ici, on voit, pareil avec le système Focal One, la capacité de voir exactement les zones qu'on a traitées et ce qu'on est capable de faire. Alors, je voulais juste finir sur un truc qui m'intéressait pas mal, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait d'autre? Parce que je suis radiologue abdominal, mais je suis aussi je suis beaucoup interventionnaliste. Et c'est sûr qu'on ne fait pas que de l'IFU en destruction tumorale. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et il y a une question qui m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'IFU en fait dans notre workflow habituel? Alors ça, vous savez, sur des travaux, et on va beaucoup travailler dessus avec Aputu, qui est ici dans la salle, diffus interstitiel, donc c'est cette fois-ci une aiguille, alors il ne faut pas avoir peur de l'aiguille, c'est une aiguille, mais une aiguille qui permet de faire de l'IFU, d'accord? Et pourquoi ça m'intéresse beaucoup, je vais vous expliquer. Parce qu'en pratique, moi dans ma pratique courante, j'ai accès, alors j'ai cette chance, hein, j'ai accès à un scanner interventionnel dédié, donc j'ai un scanner qui ne fait que de l'interventionnel. J'ai pas d'IRM interventionnel, on est en France, hein, alors pour avoir des accès à de l'IRM, je peux vous dire, ça c'est chaud hein, pour de l'IRM interventionnel, mais j'ai un scanner interventionnel. Et ce que je vous montre ici, c'est une tumeur géante en fait qui était dans le foie, et je vais vous montrer 2-3 petits détails au niveau de ce qu'il y avait sur la peau également de ce patient. Si vous regardez, c'est un patient chez qui on avait déjà fait au départ ce qu'on appelle une chémoembolisation, c'est un patient qui a un cancer du foie très étendu, donc avec un bon résultat initial, mais qui avait en fait une lésion assez infiltrante complémentaire. Et chez ce patient, en fait, on voit, grâce au scanner, hein, comme on le verrait à l'IRM, comme on le verrait grâce au produit de contraste, cette zone ici. Ce patient, si vous regardez, on a en fait des marqueurs fiduciaires qui nous permettent de faire de la fusion temps réel et immédiate, hein, qui est très très simple à réaliser, entre l'échographie que vous voyez ici, où je vois très très mal ma lésion, très très mal, et mon scanner. Par contre, ce que je suis capable de faire, c'est définir mon ciblage, hein, en définissant sur mon scanner ce que j'appelle C1, c'est ma zone de cible. Ici, vous voyez, grâce à une fusion absolument parfaite, puisque cette fusion est faite grâce aux marqueurs fiduciaires spatiaux, je suis capable du coup de mettre mon aiguille au sein de cette lésion et de réaliser mon traitement de manière. Je peux également contrôler mon accès par image calographique mixte. Donc on voit ici qu'en fait ce sont des choses qu'on fait actuellement en micro-ondes ou en ablation, mais ce sont des choses, effectivement, avec une aiguille d'IFU interstitiel, nous sommes capables de guider. L'intérêt, bien sûr, de l'IFU interstitiel dans un cas comme celui-là, c'est d'utiliser tout ce dont on a parlé avant sur l'IFU, c'est-à-dire la capacité de faire le monitorage, de faire la planification spécifique, de faire même l'imagerie intralésionnelle telle que la sonde est définie, et également les différents mécanismes d'action, que ce soit donc les destructions thermiques, éventuellement l'histotripsie, ou éventuellement effectivement l'immunomodulation, etc. Des choses qu'on ne peut pas faire avec les autres moyens de destruction actuels qu'on utilise comme la radiofréquence et le micro-ondes. Mais je voulais vous montrer par exemple que nous, on n'a pas trop de limites en fait en radiologie interventionnelle. Ici, je vous montre un autre patient, pareil, une récidive de carcinome hépatocellulaire qui se situe en fait entre ici la veine cave inférieure et l'aorte. Vous voyez une petite lésion. Encore une fois, si vous regardez ici, j'ai le poumon entre deux. Ce serait très très difficile, il faudrait que je fasse un pneumothorax artificiel, je peux faire ça, mais on essaye d'éviter. C'est des patients qui ne sont pas vraiment de très mauvais candidats chirurgicaux, ce sont des patients qui ont un foie très malade et on ne veut surtout pas les ouvrir. Et ici, vous voyez que grâce à cette fusion, encore une fois échographique, je suis capable de trouver en fait une fenêtre qui me permet de passer en pararénal dans ma lésion qui s'appelle ici C1. Et ce que je vous montre ici, c'est mon scanner où j'ai pu positionner mon aiguille en place. Et ce que je veux bien vous dire, c'est que c'est vrai qu'on dit pas d'aiguille, mais en fait, il y a un truc quand même qu'il faut savoir. Ce qui est intéressant, c'est que les complications, on les a rarement sur la pose de l'aiguille, en fait. On les a surtout quand on fait le traitement thérapeutique. Et ça, c'est une des grosses limites de nos traitements actuels, c'est l'absence de prédictibilité. Et c'est vrai que l'IFU, là, est bien supérieur. Mais on voit qu'il y a un intérêt tout à fait potentiel et on peut imaginer qu'à la place d'une aiguille, je peux guider aussi un faisceau ultrasonore dans cette technique-là. Donc, je pourrais tout à fait guider, non pas cette fois-ci une aiguille, mais un faisceau ultrasonore dans ma cible. Donc, encore une fois, nous avons accès facilement en fait, à des outils qu'on utilise d'autres manières. Et je pense que là aussi, l'IFU peut trouver tout à fait sa place comme méthode thérapeutique complémentaire dans la prise en charge de ces patients. Donc en conclusion, vraiment, je pense qu'il n'y a pas un outil de guidage supérieur à l'autre. Je pense que ça dépend énormément des situations, ça dépend évidemment des expertises locales, ça dépend de ce que les gens font. Je pense qu'il vaut mieux travailler de manière collaborative
Moi, je sais quand on en avait parlé avec Gilles Dubernard, il y a des choses où on peut travailler ensemble, en particulier sur tout ce qui va être le rapport entre l'IRM, tout ce qui va être prédiction de l'efficacité, le multiparamétrique, mais il y a aussi toute la finesse clinique de l'échographie, il y a la finesse de résolution. Donc, c'est vraiment le contexte et l'application clinique. Je pense que les techniques sont complémentaires plus que compétitives. Ça semble être un topic du jour. Et je pense que pour un même organe, par exemple le foie, on peut imaginer une technique transcutanée pour les lésions superficielles, une technique plutôt percutanée avec une aiguille sur une lésion très profonde. Je pense qu'il est intéressant de se poser la question d'incorporer l'IFU dans le workflow des thermoablations existantes. Et ça, c'est un truc que j'ai rajouté en fait quand j'ai entendu le talk d'avant sur Stanford. Il y a un truc dont je n'ai pas beaucoup parlé, ce qui s'appelle le principe de réalité. C'est que je sais très bien, pour avoir travaillé là-bas, à Sunnybrook, on avait 4 IRM cliniques, 5 IRM de recherche, une IRM dédiée IFU, une IRM de radiothérapie, et qu'en France, voilà, on se bat avec l'ARS pour mettre des IRM cliniques. Voilà, donc le guidage est aussi largement lié à la réalité de terrain, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous continuerons longtemps à développer l'échographie, on a vu l'intérêt de l'échographie et de ne pas la mettre au rencard, mais au contraire d'importer l'aspect de l'IRM dans l'échographie, c'est aussi le principe de réalité français, qui est les difficultés en fait du parc tout simplement d'imagerie. Je vous remercie. Merci beaucoup Laurent, et encore une fois on peut féliciter le recrutement de Laurent Millot là, aux Hospices civils de Lyon, car c'est plus qu'un radiologue interventionnel, c'est vraiment une vraie expertise, et ça je crois que pour nous ça va être vraiment un plus. Donc on est typiquement dans le domaine dans le sujet. Est-ce qu'il y a des questions pour Laurent? Il y a des questions. Hein. Allez, je suis sûr qu'il y a des questions. Sinon, vas-y Emmanuel. Emmanuel Blanc d'EDAP. Pardon, on parle d'imagerie temps réel, enfin thermométrie temps réel sur l'IRM. Vous voulez connaître la fréquence de rafraîchissement d'image. Tu as entendu la question? Oui, c'était, alors attendez, là vous me demandez, mais c'était parce que c'est des séquences T1 en fait, monoplan, qui était de l'imagerie de phase T1, c'est genre, enfin c'était quelques secondes quoi. En fait, c'était vraiment du quasi temps réel en fait. On était, parce que c'était du monoplan par contre, c'est-à-dire qu'on faisait plan par sonication, on faisait pas des volumes de thermométrie. Donc ça prend vraiment le temps vous savez, c'est des séquences de mince, et le français ne me revient pas, mais c'est des séquences en fait de balance T1 en fait, d'écho de gradient T1 en fait extrêmement courtes, et c'était vraiment de l'ordre de quelques secondes en fait, et on avait vraiment ce temps réel. Autre chose que j'ai pas montré, c'est par contre on pouvait répéter sur le plan anatomique des techniques, ce qu'on appelle des techniques d'imagerie rapide, parce que le T2 c'est long, mais on a des techniques type Proufisme, par exemple, les balances SSFP qui elles sont beaucoup plus rapides. On pouvait répéter pour être sûr que ça bougeait pas. Mais au niveau de thermométrie temps réel, on était dans l'ordre de quelques, enfin oui, je crois même qu'on était dans la seconde, si je me rappelle bien de l'évolution des choses. Mais je vous avoue, ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que j'en ai pas ici, donc je vous avoue, je me rappelle pas bien. Et c'était très très rapide, enfin, on le voyait en pseudo temps réel en tout cas. La thermométrie en temps réel, elle est pour le moment dépend clairement de la pathologie et du tissu que tu vas traiter. Quand je vois pour nous, ce qu'on voit pour les fibromes utérins, très, très clairement, on s'affranchit beaucoup de ça. Enfin, on n'a pas le traitement qui se fait le plus, c'est par voie quand même échographie. Et on n'a pas cet élément-là, et on n'a pas énormément enfin, pas de complications, pas plus de complications. Alors, je ne dis pas ça en France, parce qu'en France, il n'y a qu'une seule appareil à Bordeaux. Hein. Mais globalement, la majorité des traitements dans le monde se font quand même maintenant de plus en plus sous guidage échographique. Il n'y a pas ce guidage thermique, et il n'y en a pas trop de complications. Donc, est-ce que finalement, c'est un plus, finalement, moi, je pense que c'est aussi un frein, en tout cas pour ce qui est de la spécialité, un frein dans le développement des procédures si on se mettait à avoir un guidage thermique des traitements des fibromes. Moi, je crois beaucoup à la fusion. Ouais, vas-y. Non, moi, je pense vraiment que là, mais là, je laisserai plus les physiciens que moi parler. Moi, en fait, quand on parle de thermométrie, moi, je pense quand même, enfin, encore une fois, tout dépend énormément des indications. Je pense que dans le fibrome, c'est vrai, en fait, moi, en étant honnête, et je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, c'est vrai que le fibrome utérin, pour quand même beaucoup de physiciens de l'IFU, c'est un modèle fantastique parce que c'est un modèle finalement où on n'a pas besoin de beaucoup de marge. Il y a des tumeurs très grosses avec très peu de risques. Donc, c'était un modèle intéressant. Mais pour en avoir parlé avec d'autres physiciens très intéressés en IFU,
quand on voulait faire du cerveau très précis, là, il est très, très important du coup d'avoir cette précision. Et c'est vrai que le fibrome était un moyen de développer, mais je suis d'accord que vu l'endpoint qui est finalement de traiter de manière partielle une lésion très grosse, finalement, la thermométrie, c'est un peu un gadget. Mais dans d'autres outils, ça peut être très utile. Par contre, je pense que ce qui va être très intéressant, c'est les techniques de thermométrie. Je sais que justement sur le Focal One, alors moi là je ne suis pas expert du tout dans ce domaine-là, mais dans le Focal One, il y a une idée de thermométrie basée justement sur les changements de cavitation ou également sur les lassographies, hein, bien sûr, tout ce qui va être pression de radiation induite par l'IFU, hein, c'est un papier qu'on avait fait il y a longtemps. Enfin, c'est Rémi Souchon, quand on avait la technique justement des lasso-IRM, qui montrait qu'on peut faire des techniques de mesure. Et je sais que même à Toronto, Kullervo, c'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup, c'était de dévier en fait d'autres informations physiques auxquelles on a accès à l'échographie qui nous donne en fait une thermométrie, plutôt que le côté purement morphologique. Encore une fois, je suis d'accord, Gilles, hein, sur les techniques où on est dans le partiel, et avec des marges finalement de sécurité assez claires, je pense qu'on peut s'absoudre de ça. Inversement, je pense que lorsqu'on est encore une fois dans la thérapeutique radicale, là par contre, ça devient assez important. Très intéressant l'histoire de la fusion, effectivement, qui permet de repérer des lésions qu'on ne sait pas voir en échographie. Je pense que c'est vraiment l'avenir, il est là, notamment en gynéco, c'est des petites lésions qu'on pourrait traiter par des ligaments hétérosacrés, on ne sait pas bien les voir en écho, les repérer en IRM et les traiter ensuite, ce qui permet de guider le traitement est vraiment extrêmement intéressant. Ouais. Et on a une question dans le chat, c'est vous ne parlez pas de la cryothérapie. Parce que c'est pas des diffus, mais enfin je te laisse répondre. Oui, alors j'ai pas tout abordé, loin de là. La raison étant déjà que en fait voilà, la question était guidage IFU. Alors évidemment dans le foie j'en ai pas parlé, comme vous savez, hein, la cryo on n'aime pas trop ça dans le foie à cause de ce qu'on appelle, c'est un peu historique. Alors il y a des gens qui le discutent, mais il y a ce qu'on appelle le cryochoc, où en gros les patients passaient en ce qu'on appelle une CIVD, donc en fait ils faisaient des coagulations intravasculaires disséminées graves quand on faisait la cryo dans le foie. Donc comme moi je fais beaucoup de foie, c'est vrai que du coup voilà, la cryo est un domaine que j'ai pas approché aujourd'hui. Par contre, c'est vrai qu'on utilise la cryothérapie de manière tout à fait pertinente dans plein d'autres applications, parce que les tumeurs rénales, etc. Et encore une fois, je pense que ces techniques ne sont pas, et on l'a vu hein, dans le talk d'avant, et de la même manière, on peut utiliser la cryothérapie à l'échographie, au scanner. Les glaçons, on peut les voir de différentes manières. Et je pense encore une fois que ces techniques sont extrêmement complémentaires et non pas compétitives. Une des questions, bien entendu, c'est le nombre d'aiguilles parfois rédhibitoires lorsqu'on va traiter en cryothérapie. C'est vrai que, mais ça dépend des tumeurs. Parfois on en a une, parfois on en a plus, et ces techniques évoluent aussi de manière tout à fait rapide. Très bien. Moi, j'ai une dernière question pendant que le prochain orateur se prépare. Je voulais un peu te tacler en te disant finalement l'avantage des IFU, c'est de ne pas être invasif. Tu nous sors une aiguille d'IFU invasive, donc finalement, quel est l'intérêt? Mais en pratique, on est typiquement dans la problématique, c'est que cette vision transversale qu'on souhaite avec cette journée de discussion, c'est finalement, on s'aperçoit, on a la même problématique avec des lésions endométriosiques diaphragmatiques qu'on a du mal à traiter parce que très postérieures et chirurgicalement, c'est très difficile en arrière du foie. Et là, je m'aperçois que typiquement, tu commences à faire des travaux. Voilà, je veux dire, c'est des lésions qu'on ne sait pas traiter, qui récidivent. Donc, je dirais que c'est magnifique, justement. Là, tu viens de nous donner une idée de traitement pour ces localisations. Donc, un grand merci pour cette. Oui, et puis, alors ça, avec plaisir, c'est chaud à faire. Alors ça, je ne montre pas, c'est vrai que ça, pour le coup, là, il y a quand on parle de ça, c'est vrai qu'il y a une technicité un peu particulière. Donc, et ça, on sait faire. Donc, ça, c'est je le ferai. Comment? C'est pas moi qui le ferai, je te rassure. Non, on fera ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est très intéressant dans la discussion, justement, c'est que je voulais juste redire, je suis d'accord sur l'aiguille. C'est vrai que l'aiguille, c'est quelque chose. Moi, je suis un grand fan hein, de l'IFU transcutané pur. Moi, je trouve que c'est fantastique. Mais ce que je voulais juste insister. Enfin, moi, je sais parce qu'on en traite beaucoup des gens en fait en traitement percutané. Et honnêtement, c'est pas avec l'aiguille en fait qu'on a les complications. C'est vraiment avec l'outil de traitement. Et moi, je trouve que l'IFU pour ça est beaucoup plus précis, beaucoup plus pertinent que tout ce qu'on utilise. On ne peut pas faire de planification aussi fine. Alors, il y a des tas de trucs, les ABAC, tout ça, mais on n'a pas ce côté activer des transduceurs, pas les faire du conformationnel, tout ça, on ne peut pas faire avec ce qu'on fait. Alors, on a plusieurs aiguilles, etc. Mais ce n'est pas du tout pareil que ce qu'on peut faire en IFU. Et c'est vrai que d'amener l'IFU au sein d'une lésion qui ne serait pas traitable par d'autres approches, ça me semble une façon tout à fait élégante. Et encore une fois, je suis convaincu que ce n'est pas en mettant l'aiguille qu'on aura des complications. Voilà.
Bah, écoute, merci beaucoup. J'espère que tu vas te rétablir. Si tu veux nous rejoindre demain, on pourra poursuivre la discussion. Bon courage à toi. Je vais essayer, j'espère aussi. Au revoir et merci à tous. Au revoir. Merci Laurent.